De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet extrêmement difficile. Mais c'est ça qu'il faut faire dans le reconditionnement de la douleur. Il faut aborder les sujets difficiles. Il faut arrêter d'éviter, éviter l'évitement. Et là, faire face à notre ombre, comme Jung l'appelle. Faire face à notre côté obscur, notre alter ego. Et c'est difficile, mais c'est essentiel. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré le concept de l'impératif du symptôme. Et c'est, selon moi, un des concepts les plus importants, sinon le concept le plus important de tout le reconditionnement de la douleur, parce que ça trahit ce qui se passe. Moi, c'était ça mon expérience. J'avais toujours un symptôme minimum. Et là, je me disais, si seulement ce symptôme pouvait s'en aller, dès qu'il s'en allait, boum, un autre symptôme. Pourquoi? Ça trahit ce que le subconscient fait, c'est une distraction. Nous ne sommes pas prêts à faire face à certaines parties de nous. Nous avons un masque, nous ne voulons pas regarder ce qu'il y a en dessous du masque, nous ne voulons pas aller dans notre ombre, nous ne voulons pas aller explorer les parties difficiles de nous-mêmes. Et donc là, on a un mal de pied, si seulement le mal de pied pouvait s'en aller, il s'en va, pouf, un autre mal d'épaule. Pourquoi? Ça garde notre attention sur le corps, sur le physique. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'épaule, au lieu de pivoter du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer le concept des gains secondaires. Là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce sujet-là parce que les gains secondaires, c'est les avantages qu'on retire de nos symptômes. Et là, un avertissement, d'après ma compréhension actuelle, ce n'est pas tout le monde qui tire des gains secondaires de leurs symptômes. Mais c'est mon expérience personnelle et je crois que ça touche, c'est pas la majorité, c'est plusieurs personnes qui ont des symptômes chroniques, des symptômes neuroplastiques. Ils tirent un certain avantage des symptômes. Et ça, c'est très difficile à admettre. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à l'admettre. Mais ça fait partie du travail, ça fait partie du processus. La première fois où j'ai vraiment abordé l'idée, c'était en regardant des vidéos de Tanner Murtaugh. Et lui, il n'utilise pas le terme gain secondaire. Il dit qu'il n'aime pas ce terme, mais c'est ça le terme, c'est des gains secondaires. Moi, j'appelle ça comme ça parce que justement, je ne veux pas tourner autour du pot. Appelons les choses comme elles sont, c'est des gains secondaires. On tire certains avantages de nos symptômes. Lui, il disait que c'était une période difficile de sa vie. Il avait commencé ses études, mais il avait de la difficulté à s'orienter. Il ne savait pas trop où il voulait aller dans la vie. Il était dans un couple, mais il fallait prendre des grosses décisions. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on a des enfants? Et donc, il offrait l'idée de la douleur comme une protection. Tant qu'il avait de la douleur, il n'avait pas besoin de faire des gros choix de vie. Dans quelle direction est-ce que je m'en vais dans mes études? Ah, je sais pas, je ne peux pas décider pour le moment. J'ai mal, j'ai trop mal. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on a des enfants? J'ai mal. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Ça nous protège. C'est de la protection, c'est un cocon. Et moi, je me suis vraiment reconnu dans ça. C'est mon histoire. À un certain moment dans ma vie, je ne savais plus ce que je voulais faire. J'avais toujours voulu écrire. J'ai écrit pendant des années. Et là, j'ai eu le syndrome de la page blanche. J'ai arrêté d'écrire. Et au lieu de remplacer l'écriture par quelque chose d'autre, je ne faisais rien. Je ne savais plus où je voulais aller. Beaucoup de mon identité
était rattaché à l'écriture. Je ne faisais pas grand-chose d'ailleurs à part écrire. Et donc c'était mon dernier masque en quelque sorte. Hein, je suis un écrivain, c'est comme ça que je justifiais mon existence. Mais là, même ça c'est parti et je me suis senti nu. Je n'avais pas de but, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas où m'orienter, comment m'orienter, j'étais perdu. Et là, les symptômes sont apparus. Et tant que j'avais des symptômes, je n'avais pas besoin de me décider. Des fois, j'avais l'impression que je me servais un peu de l'écriture pour justifier ma paresse un peu. Je ne faisais pas grand-chose, mais j'écrivais. Et pendant longtemps, ce n'était pas un masque comme ça. Je voulais vraiment écrire. Mais à la fin, le cœur n'y était plus tout à fait, mais je continuais parce que c'était la dernière chose qui justifiait mon existence. Mais là, lorsqu'il n'y a plus rien pour justifier mon existence, je ne faisais pas grand-chose. Les symptômes ont remplacé l'écriture. Les symptômes sont devenus mon masque. Pourquoi es-tu paralysé? Pourquoi est-ce que tu stagnes? Pourquoi tu ne fais pas grand-chose? Pourquoi tu ne sais pas où tu veux aller dans la vie? J'avais une réponse maintenant. Les symptômes. J'ai mal. J'ai mal partout. C'est du 9,5. Je suis fatigué. Et moi, j'avais un système de support. Je suis allé habiter chez mes parents. Et là, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez un système de support? Si la réponse est oui, souvent, c'est un thème qu'on rencontre souvent. Je viens de le lire dans le livre de Stephen Ray Ozanich, La Grande Tromperie, The Great Pain Deception. C'est difficile pour nous, lorsqu'on a un groupe ou un système de support, d'abandonner nos symptômes. On se sent en sécurité dans un filet, dans un cocon. Et là, abandonner les symptômes, ça voudrait dire changer notre relation avec les gens. Et ce qui terrifie l'humain le plus, c'est le changement. Par exemple, on va explorer le concept de la résistance et les gains secondaires sont un des thèmes les plus importants dans la résistance. Très difficile d'abandonner les symptômes si on tire un certain avantage des symptômes. Et tout ça, c'est très difficile. Ça a été en étapes, ça a été par couches, ça m'a pris du temps à l'admettre. Donc, si vous vous rebiffez à l'idée, non, c'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ça se peut. Mais jouez avec l'idée. Posez-vous cette question-là, est-ce que je retire un certain avantage des symptômes? Parce que c'est une association qui se fait souvent dans le subconscient des gens. Quand on est jeune, on joue à la maison souvent, mais là, il faut aller à l'école, il faut commencer à faire des choses de plus en plus matures, se mêler à la vie publique. Et là, des journées, on ne veut pas aller à l'école. Et on remarque que si on est malade, on n'est plus obligé de tenir à ses obligations sociales. Peut-être qu'on reste chez nous, peut-être que les gens prennent soin de nous. Et là, cette idée commence à se loger dans notre subconscient. Ah ah, quand je suis malade, quand j'ai des symptômes, les gens prennent soin de moi. Moi, quand j'ai exploré cet aspect, j'ai réalisé que ça faisait partie du mécanisme. Stephen Ray Ozanich nous parle d'une femme avec qui il faisait le reconditionnement de la douleur, qui a eu un rêve très intéressant. C'est quelqu'un qui avait de la douleur chronique, qui ne pouvait pas courir, évidemment, et là, elle rêvait qu'elle courait. Elle courait sans aucune douleur. Elle se sentait bien. Mais là, elle a vu sa mère, dans son rêve, qui accrochait du linge sur la corde à linge. Et là, elle s'est dit, oh non, il ne faut pas que ma mère me voie en train de courir. Je suis malade. Elle va voir que je suis bien.
et elle s'est réveillée. C'est un rêve intéressant. Les rêves, c'est complexe des fois. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais des fois, c'est assez simple. Moi, des fois, il y a quelqu'un qui m'énerve, et là, je rêve la nuit que je les frappe, ou que je les tue même. C'est pas très subtil. Des fois, c'est complexe, mais là, je me demande, qu'est-ce que ce rêve pourrait-il bien vouloir dire? C'est pas très subtil. Et le rêve de cette femme en révèle beaucoup. Des fois, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui résiste. Moi, j'appelle ça le saboteur. Et le fait que j'ai des rêves des fois où je frappe quelqu'un, où je tue quelqu'un qui m'énerve, fait partie intégrante du mécanisme de la résistance et de ce que j'appelle le saboteur. Pourquoi? Parce que justement, nous portons des masques. Il y a à l'intérieur de nous, comme nous dit Freud, le solide, il y a un enfant à l'intérieur de nous. Lorsque on était jeune, on piquait des crises. On était en colère et les gens autour de nous le savaient qu'on était en colère. Et là, vous dites, oh, mais je ne fais plus ça maintenant. Moi, je suis un adulte. J'ai une nouvelle pour vous. Il y a un enfant en vous qui pique encore des crises. Vous l'avez étouffé. Chut. Et à quelque part, c'est ça les symptômes. C'est l'enfant intérieur qui pique une crise. Parce que vous le refoulez. Et cet enfant intérieur, ce id, ce ça, peu importe comment vous voulez l'appeler, a des pulsions comme ça. Quand quelqu'un l'énerve, il veut les frapper, il veut tuer. Mais nous avons grandi dans un système où nous avons développé un super-ego, le surmoi. Et là, nous avons intégré des règles sociales. Et ce n'est pas bien. Vouloir tuer des gens, vouloir frapper les gens. T'es un bon petit garçon. Tu ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit à la madame? On dit merci. Tout ça comme ça. On frappe quelqu'un. Non, les bons petits garçons, on frappe personne. Et là, on refoule, on refoule, on refoule. Et on porte un masque de plus en plus épais. Donc ça aussi, ça fait partie de la résistance. C'est ça l'impératif du symptôme. J'ai un mal de genou, je n'ai plus mal au genou. Ah, il va peut-être falloir que je fasse face. Peut-être falloir que je fasse face à l'enfant intérieur qui veut frapper des gens. Et là, la culpabilité vient. On se sent coupable. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne devrais pas vouloir frapper les gens. Mais on se sent comme ça. C'est un fait. Il faut faire face à notre ombre, à notre id, à notre alter ego, à l'enfant intérieur. Il faut faire face à notre culpabilité. Souvent, on se sent tellement mal d'avoir cet enfant intérieur qui pique des crises qu'on retourne la douleur sur nous-mêmes. Je me sens mal de vouloir faire du mal aux autres. Je ne devrais pas vouloir faire du mal aux autres. Et là, dans un sens, c'est ça la culpabilité. Ah, j'ai des pulsions violentes en moi. Je veux frapper les gens. Non, ce n'est pas bien. Je me sens coupable. Donc, je me fais mal à moi-même. Je ne veux pas faire mal aux autres. Ah, je ne devrais pas vouloir avoir ces pulsions-là à l'intérieur de moi. Et là, on retourne le mal qu'on ferait aux autres envers nous-mêmes. C'est ce que nous dit Alan Abbas dans son livre Rejoindre à travers la résistance.
Et toutes ces choses-là sont difficiles à explorer. Et les symptômes sont une distraction. Moi, ça m'a pris du temps à faire face à tout ça. Je tirais des avantages de mes symptômes, d'un côté. Et de l'autre côté, on pourrait dire que je les imposais à moi-même, à travers ma culpabilité. Et une partie du processus, c'est de réaliser que c'est correct d'avoir ces pulsions-là. C'est correct de vouloir faire du mal aux autres. On n'a pas besoin. Ne pas réprimer ces pulsions-là ne veut pas dire aller frapper les autres. C'est simplement de faire face dans un espace sécuritaire, à l'ombre en nous, à cet aspect-là, l'enfant en nous qui veut juste rester à la maison, il ne veut pas aller à l'école, il veut regarder la télé en mangeant une bonne soupe chaude, il veut rester dans le cocon, il a peur, et il a intégré un système de valeurs qui dit qu'on n'est pas censé vouloir frapper les autres. Ce n'est qu'un exemple, hein, il y en a tant. Mais il a quand même ces pulsions-là en lui. Et donc lorsqu'il ressent le besoin de frapper les autres, c'est comme s'il ne veut pas frapper les autres et donc il se frappe lui-même, s'auto-flagelle, psychiquement évidemment. Tous ces concepts-là font partie de ce qu'on pourrait appeler la résistance. Très difficile à aborder. Ça m'a pris du temps à faire face à mes pulsions. Les rêves peuvent nous révéler ça. Hein? La femme a réalisé à travers son rêve qu'elle portait un masque dans un sens. Elle ne voulait pas que sa mère, dans son rêve, la voie courir. Donc elle tirait un avantage à sa position de victime, à sa position de souffrante. Les rêves nous le révèlent. Moi, quelqu'un m'énerve, je rêve que je les frappe. Donc plus on fait face à notre ombre, plus on enlève le masque, moins on a besoin des symptômes comme une distraction. Peu importe que les symptômes soient une vieille douleur ou une nouvelle douleur, ce n'est pas important. Peu importe, ce sont des distractions. Et plus on fait le travail émotionnel, plus on fait face, des fois on dit ça, faire face à nos démons. Plus on fait face à nos démons, moins on a besoin des symptômes. C'est mon expérience personnelle. Il ne suffit pas de faire Alan Gordon, dans mon expérience personnelle, le comportemental, de s'exposer graduellement. Oui, oui, ça fait partie. Mais en parallèle, on fait le travail émotionnel et on réalise que, waouh, j'évitais beaucoup de choses à l'intérieur de moi-même. Je ne voulais pas changer. Le changement est très difficile. Et c'est ça la chronicité. Pourquoi vos symptômes sont chroniques? Le chronique, la chronicité, c'est le contraire du changement. Vous résistez au changement. Vous avez peur. Moi, je ne voulais plus changer. J'avais une carapace, j'avais une armure. Je résistais, je bloquais, j'avais créé un barrage contre le changement. Je ne voulais plus changer. Il a fallu que je détruise le barrage, j'enlève la carapace, l'armure. C'est vulnérable, ça c'est la vulnérabilité, mais il a fallu que je m'expose au changement. Il a fallu que je sorte du cocon. Il a fallu que je réalise que je tirais certains avantages de mes symptômes. Il a fallu que je fasse face à mes pulsions primitives où je voulais frapper des gens. Plus je faisais face à ça, moins j'avais besoin de la distraction. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. J'essaie de faire des vidéos d'autour de 20 minutes maintenant. Pas aller
pas aller trop loin dans le temps. De toute façon, c'est trop long à les uploader quand ils sont plus que 25 minutes. C'est des sujets difficiles, mais dans mon expérience, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, nécessaire dans le reconditionnement de la douleur de faire face à ces thèmes. Il ne suffit pas, dans mon expérience, de bouger de plus en plus. Ce n'est pas assez souvent. Mais la peur du mouvement, c'est ça, on a peur de la douleur, on a peur du mouvement. Mais ça aussi, c'est structurel. Pivoter vers l'émotionnel. Votre peur du mouvement, votre peur de la douleur, est une distraction d'une peur beaucoup plus profonde. La peur en général. Et donc, si vous commencez à défier, confronter d'autres peurs dans votre vie, moi, c'est ce que j'ai remarqué, plus on apprend à défier la peur dans une sphère, plus on a de trucs pour défier la peur dans d'autres sphères de notre vie. Il y a une espèce de translation, de traduction qui s'opère. On fait ah, c'est comme ça que je confronte ma peur dans ce domaine-là. Wow, ça va m'aider à confronter ma peur dans cet autre domaine. Donc, posez-vous cette question, de quoi ai-je peur? Est-ce que j'ai peur de parler en public? Allez apprendre à parler en public. Qu'est-ce que ça a rapport avec la douleur? Peut-être pas tout, mais dans mon expérience, beaucoup. Votre peur de la douleur, votre peur du mouvement est une distraction. Parce que vous ne voulez pas aborder des peurs plus profondes. S'il fallait la résumer en un seul mot, ça serait la peur du changement.